Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h de RTI 1. Le président Alassane Ouattara a reçu hier lundi 2 émissaires du président de la Sierra Leone, des émissaires qui sont venus exprimer entre autres la gratitude du président Julius Maada Bio au chef de l'État et au peuple ivoirien tout entier pour leur soutien à l'occasion des dernières élections générales en Sierra Leone. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était récemment aux États-Unis d'Amérique où il a été reçu par la radio de la Fraternité. Le ministre a lancé un appel à la diaspora ivoirienne pour des investissements en Côte d'Ivoire. On ira visiter la radio de la Fraternité avec Michel Digré, notre envoyé spécial à Washington. À la surprise générale, le président sénégalais Macky Sall ne sera pas en lice pour un second quinquennat pour l'élection prévue en février 2024. Il l'a annoncé dans un discours à la nation très attendu prononcé hier en direct sur la radio-télévision sénégalaise. Il a également dressé un autosatisfecit de son action à la tête de l'État. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec le président du Parlement de Sierra Leone et le président du Parlement de la CEDEAO. Il disait être venu traduire la gratitude de Julius Maada Bio au chef de l'État ivoirien, entre autres pour son soutien à la candidature de la Sierra Leone à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Deux personnalités, toutes venues de la Sierra Leone. Elles sont, en tant qu'émissaires du président sierra-léonais, reçues ce lundi par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il s'agit pour ces personnalités de rencontrer le chef de l'État ivoirien en vue de lui exprimer la gratitude de son homologue sierra-léonais pour son soutien dans le cadre des récentes élections générales sur le sol sierra-léonais. C'est un honneur pour mon collègue et moi-même d'avoir été reçu en ce jour par son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons été mandatés afin de transmettre à son Excellence notre remerciement dans le cadre pour son soutien à nous accorder lorsqu'il s'est agi de notre candidature en qualité de membre non permanent des Nations Unies. En plus, nous voudrions dire merci au Président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont apporté un soutien à l'occasion des élections qui se sont tenues récemment dans notre pays. À noter que c'est à l'issue de ces dernières élections générales en Sierra Leone que le président sortant, Julius Maada Bio, est élu pour un autre mandat à la tête de son pays. Un compte-rendu signé Jérôme Kofi Abola. Du côté de Rome, en Italie, la 43e session de la conférence de la FAO se poursuit au siège de l'institution. Hier, il était question de réflexion sur les moyens de lutte contre l'insécurité alimentaire et la gestion de l'eau. Le groupe des 77 plus la Chine a donné de la voix et la Côte d'Ivoire en était le porte-parole. Des propos recueillis sur place par Mamadou Kouassi. Selon le rapport 2022 du SOFI, 828 millions de personnes souffrent de la malnutrition et de la faim dans le monde. Si rien n'est fait, 8% de la population mondiale sera confrontée à cette situation de famine en 2030. Une véritable préoccupation qui est au centre des échanges à cette troisième journée de la 43e session de la conférence de la FAO. Les différentes parties du monde ont fait leurs propositions pour la transformation structurelle de l'agriculture pour faire face à l'insécurité alimentaire tout en prenant en compte le changement climatique. C'est le cas du groupe des 117 et la Chine, dont la parole est portée par la Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons les activités menées par la FAO au profit des pays en développement. À cet égard, nous pensons que le débat sur la gestion de l'eau au cours de la conférence est d'une grande importance et devrait rester lié au mandat de la FAO en vue de promouvoir l'efficacité dans l'utilisation de l'eau et de fournir des solutions pour surmonter les situations de stress hydrique. Le groupe des 77 et la Chine souhaitent également mettre en évidence et souligner les priorités identifiées par nos conférences régionales, car leur mise en œuvre améliorera les systèmes agroalimentaires. Les 132 pays membres du groupe des 117 et la Chine interpellent également la FAO sur les nouvelles orientations dans le fonctionnement de l'organisation. Au nom de ses pairs du groupe des 117 et la Chine,
Le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, invite à mettre l'insécurité alimentaire et la malnutrition en priorité pour la prochaine décennie. Nous assistons depuis 2022 à une politisation et à une polarisation dans l'ensemble du système de gouvernance de la FAO qui nous ont empêchés de parvenir à un consensus, inhibant ainsi notre capacité à traiter de nos intérêts au cœur du mandat de l'organisation. Par conséquent, nous rappelons l'importance de traiter les questions relevant du mandat principal de l'organisation, à savoir la sécurité alimentaire et la nutrition, et de revenir au principe fondamental de la prise de décision par consensus. Les travaux de cette 43e session de la conférence de la FAO vont se poursuivre jusqu'au 7 juillet prochain en mettant en avant d'autres points pour le développement de l'agriculture, dont la gestion des ressources en eau. On quitte l'Italie et on se rend aux États-Unis d'Amérique. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique y effectuait récemment une mission de travail, mission à l'issue de laquelle il a été reçu par la radio de la Fraternité, la radio de l'ambassade de Côte d'Ivoire sur place. Occasion pour Amadou Koulibaly d'appeler la diaspora ivoirienne à investir dans l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Washington, Michel Digré. Jean-Basile Ngueta est président de l'Association des Ivoiriens vivant en Virginie, à Maryland et dans le district de Washington. Au volant de son véhicule, l'un de ses réflexes quotidiens, se connecter à la radio, la voix de la fraternité. Chaque fois que, n'est-ce pas, je monte dans ma voiture, j'essaie de voir quelles sont les nouvelles au niveau de notre chancellerie. Parce que c'est de mon devoir aussi vraiment de partager ce qui se passe à l'ambassade avec nos concitoyens. Donc c'est quasiment, je veux dire, le réflexe qui m'habite, quoi. La voix de la fraternité est un outil de communication institutionnelle logé dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Vous écoutez la voix de la fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Bien installée sur son pupitre, Maïmouna est l'une des voix de cette radio. Alors, nous avons une programmation qui est très variée. On a des émissions économiques, des émissions de formation et également aussi on a d'autres émissions où on reçoit des personnalités de la diaspora qui ont réussi, des modèles. Lorsque nous avons en fait de la visite de différentes personnalités du pays, il y a l'opportunité en fait de s'informer de leur agenda et de voir si cela convient avec notre emploi du temps aussi ici, pour qu'on puisse vraiment les voir et voir qu'est-ce que nous avons partagé nos différentes visions pour l'avenir du pays. L'initiateur de Radio Fraternité est Ibrahima Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Nous nous sommes dit qu'il fallait trouver un moyen d'organiser des émissions autour des services dont nous disposons ici, notamment les services consulaires, pour permettre à nos compatriotes de poser des questions sur les procédures pour l'établissement des passeports, les cartes consulaires, les certificats les extraits de naissance et tout. Et donc tout part de là. Mais également, nous nous sommes dit qu'il fallait un outil qui nous permette de faire la promotion des valeurs qui fondent notre nation, la fraternité, la paix, la fraternité, en toutes les composantes de la communauté ivoirienne ici aux États-Unis d'Amérique. L'invité spécial de ce jour est le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Il est reçu pour faire le bilan de sa mission aux États-Unis, mais surtout lancer un important message à la diaspora ivoirienne. Le président de la République a lui-même lancé un appel à la diaspora, leur demandant donc de revenir au pays pour pouvoir contribuer à son développement. Avec le développement des infrastructures que nous sommes en train de faire, afin notamment d'amener de la connectivité partout dans le pays, afin de pouvoir héberger sur place nos données, afin d'améliorer la couverture donc des réseaux de téléphonie et donc partant de l'Internet mobile, nous pensons que des opportunités peuvent se créer pour les Ivoiriens de la diaspora afin de pouvoir investir dans leur pays ou pourquoi pas créer des entreprises ici qui pourraient commercer donc avec le pays. Radio Fraternité peut être également écoutée en podcast grâce à une application sur le téléphone portable.
Un reportage signé Michel Digré. On rentre donc en Côte d'Ivoire. L'Union des commerçants de la CEDEAO renouvelle ses instances et annonce ses perspectives. Des perspectives parmi lesquelles 6 projets d'envergure. L'UCEAO qui œuvre toujours pour la promotion des échanges communautaires et de la facilitation de la circulation des personnes, des biens et des capitaux. Les précisions de Léon Brokwabé. Pour 5 ans encore, Valdez Bobodeni, président de l'UCEAO, l'Union des commerçants des États de la CEDEAO. Cette reconduction pour la maturité insufflée à son organisation 24 ans après sa création. Une maturité établie par le bilan des 5 premières années d'activité du président. Percée nationale de l'UCEAO et dans d'autres pays, 5000 adhérents additionnels consolidés, 6 projets prêts à être exécutés. C'est preuve de maturité, travailler de façon professionnelle pour que le commerce puisse avancer et que la paix que nous recherchons puisse être acquise. Mis en œuvre, ces 6 projets vont contribuer à accroître les échanges intercommunautaires, accélérer l'intégration des peuples et des États, entre autres vocations de l'Union des commerçants des États de la CEDEAO. Le soutien de l'organisation sous-régionale est donc, on ne peut plus, indispensable. Il paraît évident que le commerce intra-régional formel constitue une aubaine qui, à condition d'être pleinement exploitée, permettrait d'accélérer la croissance économique et contribuer au bien-être des populations de la sous-région. Ce congrès électif a le 4e ordinaire de l'Union des commerçants des États de la CEDEAO depuis sa création en 1999. Il tire à sa légitimité de la mobilisation de la quasi-totalité des 15 États membres de la CEDEAO. Le lycée Sainte-Marie de Cocody a en son sein une mini-entreprise dénommée Nzarama. Et avec son projet Simi, Nzarama vient de remporter le concours national mini-entreprise édition 2023, un programme qui initie les jeunes élèves à l'entrepreneuriat. C'est une application qui assure la promotion de la santé mentale qui a valu au lycée Sainte-Marie de remporter ce concours. D'autres précisions avec Victorine Yaoyobwe. Au bout de 7 heures de compétition et de stress, c'est la délivrance avec la proclamation des résultats du concours mini-entreprise 2023. Le premier nous vient du lycée Sainte-Marie. C'est le groupe Nzarama. Les filles de la mini-entreprise Nzarama du lycée Sainte-Marie de Cocody, ravies d'avoir convaincu le jury de la pertinence du projet Simi. Une application pour briser le tabou autour de la santé mentale. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang africain en matière de suicide. Sur la 2e marche du podium, IDEL Business du lycée d'excellence de Grand Bassam, quand le 3e prix national est décerné à la mini-entreprise SPAD du lycée municipal 1 de Koumassi. La 3e édition du concours a enregistré la participation de 12 établissements secondaires repartis sur l'étendue du territoire national. Le but de ce programme, c'est de permettre aux jeunes de comprendre l'entrepreneuriat en montant et en gérant une entreprise. Donc ce n'est pas juste avoir une approche dans les livres, mais c'est de vraiment vivre cette expérience entrepreneuriale. Et ça, c'est ça justement qui est l'approche générale chez MAD. Le lauréat national du concours mini-entreprise 2023 est attendu prochainement à Kigali, la capitale du Rwanda, pour la compétition au niveau international. La Côte d'Ivoire a remporté le 2e prix international à la première édition en Afrique du Sud. La culture de l'excellence, on la connaît aussi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et comme la récompense se trouve toujours au bout de l'effort, les meilleurs étudiants viennent de recevoir de nombreux présents. Reportage Patricia Kouakou dans un commentaire de Régis Kofi. 5 étudiants pharmaciens de l'université Félix Houphouët-Boigny primés à l'issue de la 5e édition des prix d'excellence 2023. Cette cérémonie vise à récompenser les meilleurs étudiants pour le travail abattu tout au long de l'année. Je suis particulièrement joyeuse, pleine d'émotions, parce que mes efforts ont été reconnus ce soir à travers ces 3 prix. Ils ont reçu chacun des sommes allant de 300 000 à 1 million de francs CFA pour financer leur formation. Aider les étudiants. Il faut que quelqu'un les aide. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés, même pour faire des thèses, des étudiants qui n'avaient pas assez d'argent pour
pour terminer leurs études, pour faire la thèse. Et ça a été une de mes raisons pour lesquelles j'ai pensé à ça. Les conditions, avoir validé son semestre, avoir un bon cursus et avoir participé à différents concours. Ngolo Blasso, c'est une sous-préfecture de Madinani, région du Kabadougou. Les populations de la localité viennent de bénéficier d'un collège de proximité réalisé par l'Agence française de développement pour un coût de 152 millions de francs CFA. Le bâtiment a été inauguré récemment par le ministre gouverneur du district autonome du Denguélé, Corona Soro. Un collège de proximité à base 2 pour la sous-préfecture de Ngolo Blasso dans le département de Madinani, région du Kabadougou. Un établissement secondaire qui met fin aux souffrances des parents qui voyaient leurs enfants affectés loin d'eux. Les populations sont reconnaissantes au président de la République et aux partenaires de la Côte d'Ivoire. Exprimer notre gratitude à tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet, traduire notre profonde gratitude à notre Nangama que j'ai nommé Monsieur le Président Alassane Ouattara. Le collège moderne de Ngolo Blasso est réalisé dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement financé à hauteur de 152 millions de francs CFA par l'Agence française de développement, AFD. On parle du collège de proximité qui est une trouvaille nouvelle pour rapprocher l'école de la communauté. Nous voudrons que ce soit une école de la communauté et non pas une école dans la communauté. L'établissement secondaire est inauguré par le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé. Gaoussou Touré invite les populations à s'inscrire dans la dynamique de la politique de l'école obligatoire pour un capital humain de qualité. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de sensibilisation. Tout le monde sait qu'il faut qu'on envoie les enfants à l'école et que l'école est maintenant obligatoire. Donc à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Et c'est quelque chose que nous allons suivre de très près. La Côte d'Ivoire a bénéficié de la construction de 40 collèges de proximité et 116 écoles primaires dans le cadre de la première phase du contrat de désendettement et de développement. Pour la deuxième phase, la réalisation de 95 autres collèges de proximité à base 2 et à base 4 sont prévus dans 29 régions du pays. On va à présent parler protection de l'environnement. À travers le concept Mère, gage du vert, les femmes s'engagent pour la sauvegarde de notre environnement. En présence du ministre de l'Environnement, ces femmes ont reçu des diplômes d'honneur et elles ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour la préservation de l'environnement. Le témoignage de Franck Quadion. De la nécessité de reconnaître la valeur et honorer les femmes du secteur vert en Côte d'Ivoire. Un thème et tout le sens de cette initiative, somme toute citoyenne, des femmes célébrant les femmes à travers le concept Mère Gage du Vert. Alors les femmes en Côte d'Ivoire sont engagées dans ce domaine depuis plus de 15 ans, 20 ans et 30 ans. Et ce sont ces femmes qu'aujourd'hui nous avons décidé d'honorer afin de pérenniser ce secteur que nous avons formé depuis plusieurs années et dire à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs qu'il faut tenir bon pour maintenir le secteur du verre en Côte d'Ivoire. 20 femmes distinguées pour leurs actions dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'écologie, voire l'éco-alimentaire. Des femmes honorées par le ministre de l'Environnement pour leur engagement. Il y a des femmes qui sont dans, par exemple, l'agriculture verte. Il y a des femmes aussi qui sont dans d'autres domaines comme, par exemple, la pisciculture. Et tout ça pour pouvoir permettre aux populations d'avoir des utilisations de sorte à ce que nous puissions protéger l'environnement de façon générale. Je montre aux bénéficiaires qui bénéficient de notre formation les techniques modernes d'apiculture, que nous avons des animaux qui arrivent à brouter. Donc dans votre assiette, ce qu'il y a comme aliment, ce qu'il y a comme protéines animales, c'est grâce aux abeilles. Voilà un peu ce qu'on fait en gros. Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement, soutient les femmes et cela a raison. Nous reconnaissons l'importance du rôle des femmes dans cette entreprise. Pour soutenir ce processus de façon durable, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est doté de la stratégie nationale genre et changement climatique qui marque l'engagement de la prise en compte des questions genre dans la politique climatique de notre pays. Aux côtés des femmes, leur autorité de tutelle, la ministre Nassini Batouri, représentée par son directeur de cabinet, mais aussi les eaux et forêts bien présents. En somme, un engagement commun pour cette première édition de Mère Gage du Vert.
Paulin Claude Danhaut, le maire d'Atekoubé, accompagne les femmes de sa commune, ces femmes qui évoluent dans le secteur informel. Plus de 7000 d'entre elles ont bénéficié récemment du FACI, le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Elles viennent de rendre hommage au président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Souleymane Donisongo. Commune d'Atekoubé, esplanade de la mairie, les femmes bénéficiaires du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FASI s'engagent à investir dans les activités génératrices de revenus. Excellence, Monsieur le Président de la République, les gestes que vous avez faits en faveur des populations impactées par la pandémie de Covid-19 est incomparable. Ainsi, vous avez pu faire bénéficier aux couches sociales vulnérables, défavorisées et impactées par cette pandémie, une aide financière. J'ai un enfant qui était malade, je me suis occupée de lui. Papa Ado, on ne peut pas finir de te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que dans plusieurs pays, il y a eu la Covid, mais il est le seul président qui a fait face aux Ivoiriens. Aux côtés des bénéficiaires, le député maire Paulin Claude Danhaut témoigne de l'attention du chef de l'État pour le bien-être des femmes de sa commune. Nos populations vivent du secteur informel ici. Et elles ont bénéficié de ce fonds qui est venu de façon salutaire et qui a permis aux familles de se reconstituer, de tenir pendant cette période. Et comme la reconnaissance est une vertu divine, les populations ont tenu à rendre un vibrant hommage au président et lui dire qu'elles ont été très sensibles. Elles voient ce qu'il fait de grand et de beau pour notre pays. Le FASI a pour objectif de créer un cadre cohérent et structuré de financement et d'accompagnement des acteurs du secteur informel impactés par la pandémie du Covid-19. Et vous avez forcément reconnu la voix de Grace Kando. Elle commentait le travail de Souleymane Donisongo. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 se tiendra ici à Abidjan début d'année 2024. Et la sécurité reste une des priorités majeures, d'où cet atelier national sur le développement et la mise en œuvre de mesures de sécurité nucléaire pour les grandes manifestations publiques. C'était hier, lundi, ici même à Cocody, en présence de nos reporters Angela Diallo et Alexis Ouedraogo. Pour améliorer la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Côte d'Ivoire obtient l'appui technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Appui qui se traduit par des visites d'immersion pour s'imprégner de l'expérience d'autres pays, un prêt d'équipement et la formation des acteurs nationaux, notamment les forces de défense et de sécurité. L'utilisation de ces techniques du nucléaire se révèle être aujourd'hui un indicateur majeur de progrès et de développement socio-économique. Cet atelier revêt donc une importance capitale pour notre pays, pour une sécurisation globale réussie de la CAN 2023. Ce cadre d'échange et de réflexion sera enrichi par 4 experts venus de l'Autriche, de l'Ouganda, du Cameroun et du Niger, une initiative saluée par le ministère de la Santé. Notre pays bénéficie de l'appui technique de l'AIEA pour la mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire, les représentants des forces de défense et de sécurité. Votre apport est indéniable aux côtés de l'ARSEN pour lui permettre de mener à bien sa mission de protection des populations et plus particulièrement de sécurisation des grands événements publics. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, dans 5 villes que sont Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Amédée Pierre, Chantal Taïba, Ernesto Djedje, Alpha Blondy, Aïcha Kone, Baïs Pinto, Louga François, des sommités de la musique ivoirienne. Vous pouvez désormais les retrouver dans une production écrite et musicale de reprise de leurs œuvres, ces classiques ivoiriens qui traversent le temps. L'œuvre s'intitule Cœur Ivoire et elle a été dédicacée cette semaine. L'œuvre littéraire sur la flûte a été également dédicacée et cette double cérémonie s'est tenue récemment au plateau en présence de l'un de nos spécialistes culture maison, Serge Pacom Didi. 2 nouveaux ouvrages de musique. Pierre Boifo, artiste, musicien, enseignant de musique, chef de chœur, met en symphonie À tout vent et Cœur d'Ivoire. À tout vent, une œuvre sur la flûte et ses différentes formes.
Cœur d'Ivoire, une transcription de 11 partitions des classiques de la musique ivoirienne de 1960 à 90 sous forme écrite mais aussi à travers des interprétations de jeunes talents. Cette initiative est venue de notre désir vraiment de vouloir garder en mémoire, de vouloir transmettre ce que nous avons reçu. Et la nouvelle génération doit toujours s'appuyer sur ce qui a été fait avant d'avancer. Offrir de la musique classique ivoirienne au chœur, au choral, aux ensembles vocaux, aux amateurs, professionnels de la musique et autres mélomanes, c'est l'objectif majeur de ce projet musical. C'est un document révolutionnaire parce qu'il comporte 11 pièces avec des pièces ivoiriennes et occidentales. Et ces pièces-là, il est transcrit avec un langage musical très adapté, simple. Les Mozart sont partis il y a combien de temps, mais on continue d'interpréter leurs œuvres parce que ces œuvres-là ont été écrites. C'est un chantier énorme qui l'attend et qui nous attend, nous tous, parce que nous devons l'aider. Ernesto Djedje, Ala Thérèse, Amédée Pierre, Alpha Blondy, Baïs Pinto, Aïcha Kone, John Yale et tous les grands noms de la musique ivoirienne ont vu leur composition exploitée dans Cœur d'Ivoire, cela pour la valorisation du patrimoine musical ivoirien. Le reportage de Serge Pacom Didi a été commenté par Franck Quadio avec la collaboration technique de Célestin Frodo. 3 membres du gouvernement se sont rendus récemment aux côtés des pèlerins ivoiriens qui effectuent le Hajj 2023. Il s'est agi de leur transmettre les salutations et les encouragements du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place, Abou Sanogo et Ibrahim Sissé. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, la ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, aux côtés des pèlerins du contingent étatique pour la cérémonie de clôture de la mission du Hajj à l'hôtel qui accueille l'ensemble des pèlerins ivoiriens. Il s'agit pour la délégation, conduite par Kandia Kamara, de transmettre au commissariat du Hajj et aux pèlerins les félicitations et les encouragements du président de la République Alassane Ouattara. Une visite qui a été appréciée à sa juste valeur. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa constante sollicitude et les efforts financiers ainsi qu'institutionnels continus qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des différences mondiales en matière d'organisation de Hajj et de se classer parmi les nations bénéficiant du projet innovant dénommé la route de la Mecque, dont l'intérêt n'est plus à démontrer. Au nom de la délégation ministérielle, la ministre d'État Kandia Kamara s'est félicitée de la bonne organisation du Hajj et a appelé les pèlerins à prier pour le chef de l'État et pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du président de la République, les remercier très sincèrement pour cette belle initiative, car ils ont élevé des prières afin que Dieu accorde sa grâce infinie à notre beau pays, à son président, aux populations ivoiriennes, afin que tout le monde ait la santé, la longévité, que notre beau pays demeure en paix. Je profite de l'occasion, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour féliciter tous les organisateurs du Hajj. Une conférence est animée par Dr Hassan Touri, qui a exhorté les pèlerins à la préservation des acquis du Hajj. L'amir Aboubakar Samassi, représentant le président du COSIM, a fait des bénédictions pour les pèlerins, pour la stabilité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, ainsi que pour le président de la République, Alassane Ouattara. C'est ce que d'aucuns appelleraient la surprise du chef. C'est officiel depuis hier. Le président sénégalais ne sera pas en lice pour un second quinquennat pour l'élection prévue
en février 2024. Dans un discours à la nation très attendu, Macky Sall est également revenu sur les violences qui ont secoué le pays. Ces derniers mois, des manifestants ont été descendus dans les rues pour lui demander de ne pas se représenter. Il a également salué un dialogue national réussi et a adressé un autosatisfait de son action à la tête de l'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve demain à 13h.